Bonjour, cette vidéo est dédiée au cas pratique de droit civil du concours externe 2023. Elle fournit quelques pistes de solutions, sachant que ce cas pratique fera l'objet d'un corrigé écrit, d'une proposition de corrigé écrit, qui sera mise sur le site, postée sur le site de l'autre prépa au titre des annales, au moment des résultats d'admissibilité. Alors, disons-le d'emblée, ce cas pratique de droit civil 2023 ressemble plus à une consultation qu'à un cas pratique. Pourquoi? Parce que les questions sont très ouvertes et, disons-le aussi, un certain nombre d'ambiguïtés du libellé, voire, il faut le dire franchement, d'erreurs du libellé, oblige à rester zen. Moi, je comprends qu'un certain nombre de candidates ou candidats aient été un peu désemparés. Pourquoi? Parce que, un peu comme dans le zen dans l'art du tir à l'arc, il y a intérêt de bien respirer, de bien lire l'énoncé, comme toujours, et s'il le faut, de requalifier ou de soulever les ambiguïtés du libellé. Et si cela est fait, vous allez voir, c'est un cas pratique qui était finalement, somme toute, assez simple à traiter, à condition, je le répète, de rester calme. Pourquoi assez simple? Parce qu'on avait à mobiliser ici le droit de la vente, et notamment les garanties dues par le vendeur à l'acheteur, garantie d'éviction du fait du tiers pour la première question, garantie des vices cachés pour la deuxième question, et puis une troisième question sur un thème qu'on a beaucoup revu, parce qu'on avait consacré pas mal de temps aux servitudes et à la copropriété, la question de la servitude dans les copropriété. Et ici, c'était une copropriété horizontale, alors que la copropriété peut aussi être verticale. Alors, copropriété horizontale, comme souvent dans un cas pratique, il faut essayer de se projeter, c'est presque cinématographique. Puisque c'est une copropriété, c'est sur un seul fonds cadastral. Et il y a plusieurs petites maisons. On rencontre des copropriétés horizontales plus dans certaines régions de France que d'autres, les DOM-TOM, la Drôme. Ici, c'était en Charente-Maritime. Et évidemment, puisque c'est une copropriété, on a des parties communes et aussi des lots. Et dans les parties communes, on va avoir par exemple le jardin, ou même s'il y en a une, la piscine, etc. Bon. Et alors, trois difficultés successives à traiter. D'abord, une bande de terrain qui relève du domaine public, ce qui fait que les acheteurs, monsieur et madame A, ont eu la désagréable surprise de recevoir un courrier du préfet de Charente-Maritime qui leur dit que l'autorisation d'occuper cette bande de 100 mètres carrés qui longe le canal, ma foi, cette autorisation de l'occuper a expiré en décembre 2014, alors que eux ont acheté en juillet 2015. Donc ça, c'est la première difficulté. Une deuxième difficulté qui est liée à une toiture défectueuse. Décidément, ça n'a pas l'air d'être facile de vivre dans cette copropriété horizontale, rien ne va. Et de toute évidence aussi, plusieurs toitures étaient défectueuses, puisqu'aussi bien, dans différents pavillons, puisqu'aussi bien le syndicat des copropriétaires a fait intervenir son assureur pour financer les travaux de reprise, sachant que le vice caché ici tient sans doute aussi au fait que en 2010, les vendeurs étaient intervenus et n'avaient que sans doute mal réparé cette toiture, d'où les problèmes d'étanchéité. Et puis une troisième difficulté liée à une prétendue, on va voir la discussion possible, servitude de passage sur l'assiette de laquelle, si tant est qu'elle existe, cette servitude, on va le voir, sur l'assiette de laquelle ceux qui viennent nous consulter ont construit un bassin hors sol, un bassin en bois hors sol. Bon. Alors, zen, on reprend ça tranquillement. Bon. D'abord, première question, donc, appelons-la, le titre, ça peut être la bande de terrain relevant du domaine public. On nous dit, écoutez, voilà, en première instance, nous avons agi sur le fondement des articles 1626 et 1625 et suivants, garantie d'éviction, en demandant la résolution. Alors, évidemment, le libellé dit nullité. Évidemment, quand on lit ça au début, on se dit, mais nullité pour la garantie d'éviction, il faut quand même rappeler qu'une garantie, c'est une obligation qui s'écoule dans le temps, et quand il y a inexécution de la garantie, ce qui est
réclamable, si je puis dire, c'est la résolution, hein, anéantissement du fait d'une inexécution, et non pas l'annulation. Donc là, c'est quand même embêtant, ce libellé qui nous dit nullité. Bon. Quoi qu'il en soit, en première instance, on réclame l'anéantissement, résolution donc, et on s'entend dire par la juridiction, désolé, mais une éviction seulement partielle ne justifie pas, comment dirais-je, un anéantissement. Donc, on s'apprête à faire appel, et on appelle, cette fois, on veut une indemnisation, et une indemnisation à hauteur de 80 000 euros. C'est-à-dire qu'à la louche, on dit, bon, bah écoutez, mon terrain faisait 400 mètres carrés, on enlève 100, on fait un petit quart, quoi. Bon. Et voilà que les époux A viennent nous voir en nous disant, on nous a dit qu'il y avait une fragilité procédurale, qu'est-ce que vous en pensez? Et deux, on nous dit qu'on est trop optimiste sur les 80 000 euros. Et là, ça peut être fait assez rapidement, à condition, là encore, je répète, de rester serein. Parce que déjà, on vient de dire, écoutez, vous avez tout à fait raison déjà de vous fonder sur le terrain de la garantie d'éviction. C'est bien une éviction du fait du tiers, et une éviction du fait du tiers ne se conçoit que pour un trouble de droit. Tel est bien le cas. Et pour un trouble de droit qui était antérieur, et c'est bien le cas, puisque de toute façon, l'autorisation d'occupation a pris fin le 31 décembre 2014 et la vente date du 6 juillet 2015. Donc, c'est bien fondé là, vous êtes bien, c'est bien fondé. Quand on nous dit fragilité de procédure, on sent bien qu'on nous emmène du côté de l'interdiction des demandes nouvelles en appel. Mais, là encore, restons calmes, qualification, il faut pas confondre demande et prétention. La demande, dès le début, c'est la mise en œuvre de la garantie d'éviction. La prétention, elle, a évolué. C'est-à-dire qu'on a prétendu à une première finalité de la garantie d'éviction, anéantissement en première instance. On prétend maintenant à une autre finalité qui est l'indemnisation. Et soit dit en passant, l'indemnisation est d'autant plus intéressante que sur cette bande de terrain dont on est évincé, il y a un cabanon, il y a un garage dont on se servait. Donc, est-ce qu'il y a demande nouvelle? Est-ce qu'il y a une fragilité de procédure? À mon avis, la réponse est non. Il suffit de raisonner sur le fondement de 564, 566 du Code de procédure civile. Il n'y a pas ici, à mon avis, de demande nouvelle. Il y a juste une prétention à une finalité différente et fondamentalement, on reste sur l'exercice du même droit. En première instance, comme en appel, c'est bien la garantie d'éviction des articles 1625 et suivants qui est en jeu. Alors ça avait été rappelé par un arrêt de la troisième chambre civile du 18 janvier 2023, mais cet arrêt, même si on ne le connaît pas, on raisonne sur 564, 566 du Code de procédure civile et ça se passe très bien. Et de toute façon, quand bien même on connaît cet arrêt, il ne peut pas être le début du raisonnement, il est plutôt ce qui vient conforter le raisonnement à la fin d'une mineure. Bon. Donc voilà, déjà on les rassure, les époux A, on leur dit, écoutez, pas de problème, il n'y a pas la fragilité procédurale dont on vous avait parlé. Pour ce qui est en revanche de votre demande d'indemnité, elle paraît assez, comment dirais-je, optimiste en effet, pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on se situe sur le terrain de la garantie d'éviction et qu'on demande, en cas d'éviction partielle, une indemnisation, 1637 du Code civil nous précise bien que ça ne se fait pas au prorata, c'est pas une portion, si vous voulez, du prix de vente, et eux, ils ont un peu spéculé là-dessus, en se disant, c'est les 300 000 euros la vente, je vais demander 80 000, bon. Non, c'est réellement quelle est la valeur, au moment de l'éviction, de cette bande de terrain. Et ici, c'est pas grand-chose, quoi. À mon avis, ça sera jamais 80 000 euros. 100 mètres de jardin bordant le canal maritime, ça sera difficilement 80 000 euros. Cela dit, n'oublions pas que ils pourront demander en plus une indemnisation pour ce qui est du cabanon et de, comment dirais-je, du garage, tout simplement parce que l'article 1639 renvoie aux règles du droit commun des contrats, donc 1231-1. Donc on peut, sur cette première question, leur dire 1, votre demande n'est pas nouvelle, 2, vous n'obtiendrez pas 80 000 euros, c'est pas ce que précise 1637, mais vous aurez peut-être un petit rabiot sur le fondement de 1639 qui renvoie à 1231-1 pour la perte, si vous voulez, du garage et du cabanon. Voilà pour la première question.
Deuxième question, s'agissant de cette toiture défectueuse. On nous dit il y a un problème d'étanchéité. Bon, alors là, on est sur le terrain de la garantie des vis cachées. Bon. Et on nous le précise bien en plus, hein, l'énoncé nous le dit qu'on est sur le terrain de la garantie des vis cachées. Hein, c'est cadeau. Hein, on nous dit bien, voilà, réduction du prix demandée sur le fondement de l'article 1644. Dit autrement, la modalité de la garantie des vis cachées qu'on invoque ici, ce n'est pas l'action rédhibitoire, c'est-à-dire qui conduit à une résolution, mais bien l'action estimatoire qui conduit à une réduction du prix. Bon. Mais, la question c'est, est-ce qu'on a encore le droit à l'action estimatoire, et donc à la réduction du prix, alors qu'il y a eu une réparation en nature? Intuitivement, on a envie de répondre non. Parce que si c'est notre vendeur qui a procédé aux réparations, il n'y a aucune raison d'obtenir, si vous voulez, cette réduction. Sauf que si on lit bien l'énoncé, et là on en revient tout simplement presque, j'ai envie de dire, au sujet de l'année dernière, hein, le contrat et les tiers, on nous dit non, attendez, c'est pas du tout les époupées, les vendeurs, qui ont fait les travaux de reprise là pour l'étanchéité. C'est l'assureur du syndicat des copropriétaires qui a financé ces travaux de reprise qui, nous dit-on, sont en cours d'achèvement. Ah ben alors là, c'est différent. Parce que si c'est un tiers, l'action estimatoire, elle reste intacte. Elle reste intacte. Donc on peut rassurer là encore les époux en leur disant vous allez pouvoir exercer cette action estimatoire. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs là encore un arrêt de la Cour de cassation, dont c'était sans doute inspiré l'énoncé, hein, un arrêt de la 3e chambre civile du 8 février 2023. Mais je le répète, même si on ne connaissait pas cet arrêt, en raisonnant sur le contrat et les tiers, on parvenait à une réponse convenable. Quant à dire qu'ils vont obtenir beaucoup en réduction du prix, j'en doute, parce que je pense que fondamentalement, et là, c'est une hypothèse d'école, mais s'il y a eu 10 pavillons, par exemple, qui avaient eu des toitures défectueuses, que l'assureur est intervenu à hauteur de 100 000 euros, mettons, ça fait 10 000 euros par pavillon. Ça m'étonnerait que la réduction du prix soit indexée sur autre chose que, justement, le coût de ces travaux financés par l'assureur. Dit autrement, on dit aux époux, vous conservez intacte cette action estimatoire parce que c'est un tiers et non pas vos vendeurs co-contractants qui ont opéré la réparation en nature, mais ne rêvez pas, cette réduction du prix sera sans doute indexée sur ce qui a été financé comme travaux de reprise par l'assureur. Donc là, vous voyez encore, c'est finalement assez court, mais à condition de ne pas se laisser désarçonner par l'énoncé qui, je le reconnais bien volontiers, avait présenté quelques ambiguïtés. Et à propos d'ambiguïté, venons-en justement à la troisième question. On nous parle d'une servitude de passage au profit des voisins, servitude de passage dans une copropriété horizontale, servitude de passage qui était mentionnée dans le règlement de copropriété. Bon. Alors là, plusieurs remarques, parce qu'évidemment, d'abord ils ont été un petit peu naïfs, nos époux A, là, qui viennent nous consulter, parce que sur la seule parole de leurs vendeurs, se sont mis à construire une piscine hors sol sur ce passage, ce qui n'était sans doute pas la meilleure idée du siècle. Et du reste, ils ont été condamnés par le tribunal judiciaire de La Rochelle, sous astreinte de 300 € par jour, à démanteler, à enlever cette piscine hors sol. Et là, ils nous disent, est-ce que ça vaut la peine de faire appel? Alors là, ce qu'on doit leur dire, à mon avis, c'est non, non, non et 3 fois non. Il va falloir exécuter docilement. On n'a aucun argument à faire valoir en votre faveur. Autant on pouvait être plutôt rassurant pour la première et la deuxième question, autant pour cette troisième, on a peu de chances de pouvoir vous conseiller d'interjeter appel. Je m'en explique. Mais je m'en explique à condition, là encore, et ça c'est des choses que nous avions vues sur les servitudes, et notamment les servitudes dans la copropriété, de bien lire l'énoncé et de lever les loups, si je puis dire. Parce que on nous dit que cette partie du jardin, ils en ont la jouissance privative. C'est dès les premières lignes de l'énoncé. Le jardin dont ils ont la jouissance privative, non seulement au titre de leur acte d'acquisition, mais au titre du règlement de copropriété. Mais jouissance privative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, première hypothèse, partie commune à jouissance privative, ou bien deuxième hypothèse, ça appartient bien à leur lot. Là, on en revient au statut de la copropriété, qu'elle soit horizontale ou verticale. Dit autrement, quand l'énoncé dit jouissance privative, est-ce qu'il faut entendre, j'insiste, partie commune
à jouissance privative, comme c'est le cas dans une copropriété verticale, par exemple pour le balcon, ou dans une copropriété horizontale pour le jardin? Ou est-ce qu'il faut entendre « ça appartient à mon lot ». Je m'en explique. Depuis le revirement spectaculaire de la troisième chambre civile là, du 30 juin 2004, plus personne ne s'émeut d'avoir une servitude dans une copropriété. Bon. Ce qui avant paraissait complètement incompatible, complètement hérétique, parce que par définition, la copropriété, qu'elle soit horizontale ou verticale, elle est sur un seul fond, alors qu'on nous dit bien à l'article 637 du Code civil qu'il faut deux fonds distincts. Bon. Donc voilà, depuis civil 3e, 30 juin 2004, qui a été confirmé dans de nombreuses décisions ultérieures, y compris une du 1er juillet 2009 qui est encore plus limpide, on sait qu'on peut avoir une servitude dans une copropriété, mais à condition que ce soit entre deux lots distincts. L'idée qu'il y ait un lot, ici celui des voisins, qui bénéficierait d'une servitude sur une partie commune, c'est inconcevable. Et donc, premier élément de réponse, là, si dans jouissance privative, dans l'expression ambiguë jouissance privative, il faut entendre partie commune à jouissance privative, alors c'est fini, ça s'arrête là. Il faut détruire, enfin il faut en tout cas enlever cette piscine parce que on ne peut pas, sans l'accord de l'Assemblée, et il est fort peu probable ici, construire sur une partie commune, et de toute façon, ici, c'est même la qualification de servitude qui est discutable, il ne peut pas y avoir de servitude au profit d'un lot, si vous voulez, qui serait le dominant, si vous voulez, sur une partie commune. C'est inconcevable. C'est ce qu'avait rappelé un arrêt de la troisième chambre civile du 23 septembre 2021, dans des faits fort similaires, sauf que de mémoire, ça se passait en Nouvelle-Calédonie, et là, ça se passe en Charente. Enfin, peu importe. Premier élément de réponse, on leur dit cette soi-disant servitude, en réalité, n'est pas concevable, dès lors que, en réalité, ce jardin, ce n'est qu'une partie commune à jouissance privative. Maintenant, deuxième hypothèse, et là on en revient, et j'avais beaucoup insisté dans la méthode du cas pratique sur le si alors, et si alors, vous le voyez, c'est intéressant, soit parce qu'il y a des ambiguïtés de droit, ça arrive parfois, soit parce qu'il y a des ambiguïtés dans l'énoncé. Et là, c'est cette seconde hypothèse. Soit, deuxième hypothèse, derrière jouissance privative, il faut entendre « c'est mon lot ». Bon, d'accord, mais alors si c'est le lot des époux, on a bien deux lots distincts, celui des voisins et le leur, et là, cette fois-ci, une servitude est concevable. Servitude de passage, qui est une servitude discontinue, non apparente, qui était mentionnée quand même ici dans le règlement de copropriété. Mais là encore, il va être impossible de rassurer les époux. Parce qu'on va venir leur dire déjà, non mais alors attendez, déjà, au regard des règles élémentaires de la servitude, fixité, etc., vous ne pouvez pas du tout obstruer ce passage, en modifier l'assiette, etc. C'est pas possible, article 701 du Code civil. Au regard des grands principes aussi sur la construction sur le terrain d'autrui, puisque si bien ça nous l'avions martelé en cours, la servitude c'est de la propriété chez autrui, alors que la fiducie c'est plutôt de la propriété pour autrui. Bon, au regard de l'article 555 du Code civil, quand on construit chez autrui, c'est pas possible, on doit pouvoir l'enlever. Bon. Et puis on peut pas les rassurer non plus au regard des règles élémentaires, si jamais c'est le cas, de l'empiètement, parce que rien ne nous l'indique dans l'énoncé, mais si, autant relever toutes les hypothèses, si ce bassin hors sol déborde en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il commence sur une partie qui est bien totalement à eux et il se poursuit sur l'assiette de la servitude, alors il y a empiètement. Les grandes règles en matière d'empiètement, 545, c'est le droit absolutiste à la destruction. Bon, là aussi, fin de l'histoire, on ne fait pas appel. Et quand bien même on songerait au contrôle de proportionnalité, vous savez, l'arrêt de la troisième chambre civile de décembre 2019, je ne crois pas que le contrôle de proportionnalité joue en notre faveur ici. Il ne peut pas jouer en notre faveur pour une bonne raison, c'est que ça me paraît quand même tout à fait incongru d'invoquer le droit au domicile s'agissant d'un bassin hors sol. Et puis en plus, contrôle de proportionnalité, on demande ici d'enlever un bassin hors sol, et donc potentiellement, s'il est démontable, de le déplacer, et non pas de le détruire purement et simplement. Donc vous voyez, sur cette troisième question, il n'y a aucun moyen, à mon avis, de conseiller l'appel. Il faut obtempérer, enlever cette piscine hors sol, et échapper le plus vite possible à cette astreinte de 300 € par jour. En conclusion, ce n'est pas la première fois qu'à l'ENM,
On a des difficultés avec le cas pratique de civil. Je m'explique. Il faut se réjouir. Hein. Vous savez que l'ambiance de la magistrature aujourd'hui, c'est recherche civiliste désespérément. Bon. Si on était méchant, on dirait recherche énoncé de cas pratiques de droit civil limpide désespérément aussi. Parce que c'est pas la première fois hein, qu'on a des énoncés de cas pratiques de civil qui prêtent à interprétation. On a eu une année où on nous parlait des bons anonymes alors que les bons anonymes étaient abolis depuis 20 ans. On a eu une année où on s'était inspiré de l'arrêt de la troisième chambre civile. Le problème, c'est que cet arrêt de la troisième chambre civile était totalement incohérent. C'était un arrêt sur le droit d'usage et d'habitation. Bon, cette année, on a, disons-le, une difficulté dans la question 1, où on nous parle de nullité alors qu'il faudrait plutôt entendre résolution, et on a une ambiguïté sur la question 3, s'agissant de la jouissance privative, puisqu'aussi bien, on ne nous précise pas si c'est une partie commune à jouissance privative ou si c'est un élément du lot. Mais, et c'est là qu'on en revient aussi à vraiment les fondamentaux, plus à mon avis la fraîcheur physique et les heures de sommeil qui permettent de réagir sereinement. On se calme, on revient en qualification, et s'il y a des ambiguïtés, on procède de façon hypothético-déductive. Et à ces conditions-là, on s'aperçoit que le déroulé se fait assez bien. Et d'ailleurs, il y a des années, nous chaque année, enfin toute l'équipe pédagogique de l'auto-prépa, chaque année nous obligeons à rédiger dans les temps les cas pratiques qui nous sont soumis. Moi, je vous le dirais bien volontiers, il y a des années, et je pense notamment à des cas pratiques de pénal, où je me dis, mais je vais jamais y arriver en 3 heures, quoi. C'est infernal tellement c'est long. Celui-ci, il n'était pas si long, en réalité. Si on est capable de revenir aux fondamentaux, de bien cerner les qualifications en jeu, c'est pas un cas pratique si long que ça. Et on peut tout à fait le faire en 3 heures. J'espère vous avoir un peu éclairé et peut-être rassuré sur les pistes de résolution de ce cas pratique qui prenait plutôt la forme, je le répète, d'une consultation. En toute hypothèse, le corrigé écrit sera sur le site de l'autre prépa lors de la publication des résultats d'admissibilité. Et puis, je reste à votre disposition pour dialoguer via mon adresse mail dont vous disposez pour celles et ceux qui sont inscrits à l'autre prépa. Merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.